Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 25 minutes sans Congo-Sam. S'il est vrai que les Gabonais se marient de plus en plus, après le mariage, d'autres réalités apparaissent, notamment la question du divorce. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme de loi. Avec elle, nous parlerons du divorce de plus en plus croissant au sein des couples jeunes. 25 minutes sans Congo, ça commence maintenant. Sidonie Fleurouet, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir pour ce nouveau numéro de 25 minutes sans Congo. Alors, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Eh bien, je suis Sidonie Fleurouet, née Itiembou Komba, née dans une petite bourgade du Gabon, Ndende, 9 routes. Je suis gabonaise, mariée, mère de plusieurs enfants, dont le dernier s'appelle Nathan Junior Oué. Coucou Nathan. Alors, quelques mots sur votre parcours professionnel? Eh j'ai commencé, mais pas dans la magistrature, en 2000. J'ai reçu donc, à la suite d'un concours auquel j'avais naturellement pris part, et j'ai fait mes premiers pas donc au parquet de la République de Mouila en tant que substitut du procureur. Puis, n'étant pas d'accord avec cette affectation, j'ai dû faire un recours pour un rapprochement d'époux parce que je savais pas ce que je faisais là-bas étant mariée, mon époux étant à Libreville. Et ce recours a eu un écho favorable. On m'a ramené donc au parquet de la République de Libreville où j'ai exercé en tant que procureur, substitut du procureur de la République, procureur de la République adjoint et procureur de la République à Libreville avant d'être nommé procureur de la République à compétence nationale à la suite d'une ordonnance qui avait été rétoquée par la Cour constitutionnelle. Quelque temps après, il y a eu un conseil extraordinaire qui me portera à la tête donc de la Cour d'appel de Libreville en qualité de premier président de la Cour d'appel de Libreville, ce qui n'a pas vraiment mis long feu. Ensuite, on m'a envoyé directeur général des affaires administratives au ministère de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains. Puis, un autre conseil supérieur de la magistrature m'enverra comme commissaire général à la loi près la Cour d'appel administrative de Libreville avant d'être affecté à l'École nationale de la magistrature en qualité de directeur de la formation continue. Voilà un tout petit peu, de façon ramassée. Un bon résumé. Depuis une vingtaine d'années, on constate un boom des mariages. Est-ce que vous faites le même constat? Oui, en effet, il faut dire que depuis ces 20 dernières années, il y a comme une ère du mariage civil. Parce que quand on parle de mariage, là, je pense au mariage civil. Légalement. Voilà, sauf qu'avant, il y avait des mariages coutumiers, mais qui n'avaient pas suffisamment la même portée que le mariage civil actuel. Et donc, qu'est-ce qui explique cette tendance à la hausse? Déjà, le travail fait par les associations. La prise de conscience, donc, des mariés, des gens qui vivent ensemble, de la protection de leur patrimoine. Parce que, voyez-vous, lorsque les gens étaient mariés à la coutume, la loi, le droit positif actuel, ne donne pas une suite quant aux effets juridiques du mariage à la coutume. Et donc, plusieurs procédures ont échoué au niveau des tribunaux, ce qui a emmené les femmes organisées au sein des associations à vulgariser la question du mariage civil pour la protection des enfants qui se retrouvaient dans la rue et surtout la protection du patrimoine familial après la mort de l'un des époux. Je pense que c'est entre autres l'une des raisons pour lesquelles le mariage civil a été, les gens ont pris conscience, voilà, a été retenu comme mot de protection du patrimoine familial. D'accord. Corollairement, on assiste, donc une fois la fête passée, une fois la pièce montée consommée, on assiste également à une hausse des divorces. Cela signifie-t-il que mariage égale à divorce? Non, le mariage ne peut pas être égal au divorce. Simplement que, effectivement, la même prise de conscience que l'on constate lors de la célébration de mariage a été également a eu un effet déclencheur pour le processus de divorce. Si dans le mariage coutumier, il était presque pas possible de divorcer en raison des interventions des parents qui participent à ce mariage-là, le mariage civil
codifie non seulement la célébration du mariage, mais également la séparation, donc la rupture de ce lien sacré qu'on appelle le mariage. Je pense que c'est dans cette même mouvance que la conscience également a touché tous ceux qui ne voulaient plus rester attachés dans une souffrance qui ne s'expliquait pas. Madame, oui, quels sont les différents types de divorces? Au Gabon, nous n'avons que les divorces pour faute. Donc, celui qui est en justice, celui qui saisit le tribunal pour demander le divorce, doit prouver la faute commise par son conjoint. Et comment se règle la plupart des divorces? Mais selon la procédure réglementaire, je vous disais tout à l'heure, légale autant pour moi, je vous disais tout à l'heure que les conditions de célébration du mariage, de l'exécution du mariage sont codifiées. Il en est de même les procédures de divorce. Et quels sont les coûts et la durée? Les coûts, vraiment, sont quand même assez importants. Parce que lorsqu'il s'agit des constatations à faire, il faut prendre les huissiers, il faut payer, il faut se payer un avocat parce que c'est pas évident pour une femme d'aller seule devant les juridictions pour pouvoir se défendre face souvent à un homme qui a fait des études et qui a une avance, qui a des moyens, financièrement assis. Voilà. Et qui parfois interdisent aux femmes de travailler, aux femmes mariées, en disant je t'ai épousée, tu restes à la maison, tu travailles pas. Et lorsqu'ils trouvent certainement mieux ailleurs et que la femme décide de partir, c'est à ce moment qu'elle regrette tout le temps passé sans travailler. Et donc, les coûts sont quand même énormes pour les femmes. C'est pour cette raison que les associations des femmes essaient un peu de s'organiser pour orienter ces femmes-là, pour accompagner, encadrer naturellement sans se substituer au travail des avocats. Je veux un petit mot sur les enfants. Donc, dans le cas des divorces où il y a des enfants, peuvent-ils choisir à qui doit revenir leur garde? Souvent, la question est portée devant les juridictions. Mais il faut dire que sur le plan psychologique, s'il y a des gens qui payent le prix cher, ce sont les enfants. Parce qu'avant le divorce, la situation est vraiment tendue à la maison. La cellule familiale est complètement déstabilisée. Les parents ne se rendent pas compte, mais les enfants le vivent très mal. Et lorsque les parents se séparent, c'est un traumatisme pour ces parents qui voient le tissu familial complètement se déchirer. Alors il faut le reconstituer, mais comment? Souvent, c'est la rue qui accueille ces enfants. Dans la plupart des cas, notamment dans le cas où les parents n'ont pas de moyens. Est-ce qu'il y a un avenir après le divorce? Est-ce qu'il y a un avenir après le divorce? Parce qu'on a souvent l'impression que les divorcés le prennent mal. C'est une période où on se renferme, où on ne veut pas voir l'extérieur parce que le divorce, c'est une honte. Alors, à tous ces divorcés qui nous regardent, dites-leur, est-ce qu'il y a un avenir après le divorce? Il y a un avenir après le divorce. Il y a un avenir. Le ciel se referme lorsque la femme ne faisait rien et pensait à tort que le mariage était une carrière à poursuivre. Et donc, lorsque le divorce arrive, elles sont surprises. Elles sont complètement déstabilisées. Il en est de même des hommes, parce qu'il y a des hommes qui ne travaillent pas et qui comptent sur leurs épouses. Et c'est l'occasion de dire que lorsqu'on est marié, les femmes doivent travailler au même titre que les hommes. Les hommes doivent travailler au même titre que les femmes. De sorte que lorsque la vie devient impossible à supporter ensemble, que la vie puisse continuer. C'est vrai, c'est tout à fait humain de se sentir un tout petit peu déstabilisé lorsque le lien matrimonial est rompu, lorsque le divorce intervient. C'est humain. C'est tout à fait normal, allais-je dire, qu'on puisse être déstabilisé. Mais ça ne peut pas être la fin d'une personne. Il faudrait que les personnes s'arment de courage pour changer de paradigme, pour changer de donne, pour se dire, j'ai échoué, je dois améliorer peut-être mon comportement pour mieux voir ce qui n'a pas marché. Voilà, avec quelqu'un d'autre. Ça sert à rien de se renfermer. Absolument rien. On a parlé d'associations. Il y en a beaucoup des associations qui soutiennent des personnes dans cette période de reconstruction. Oui, peut-être pas dans cette période de reconstruction, peut-être pas pour la reconstruction, mais nous accompagnons quand même. Il y a l'association, enfin, je crois que c'est une association, je crois, de Madame Honorine Zébi-Tégué. Il y a également le Salon de la Femme.
que je préside, dont j'ai la présidence présentement, il y a également l'ONG de Madame Linda Bongo Ondimba. Toutes les magistrates, donc nous essayons d'accompagner de mettre en place de les accompagner, hein, lorsque, en fait, parce que ce sont des associations, pour ma part, hein, qui sont suffisamment structurées. Et donc, il y a des services, services juridiques, services psychologiques, services, voilà, d'orientation pendant la procédure de divorce, la procédure de divorce et après le divorce. À un moment donné, lorsqu'on a échoué à une œuvre, on s'arrête avant de se relancer pour mieux voir les choses, pour mieux apprécier, ne dit-on pas qu'il faut reculer pour mieux sauter. Oui, ce n'est pas un choix de vie, celui de dire, bon, comme j'ai divorcé, je ne vais plus jamais me marier. Vous savez, on fait de sa vie ce que l'on veut. On choisit ce que l'on veut. Et je pense que de plus en plus, j'ai tendance à croire que l'union libre peut être le meilleur choix. C'est pas l'antichambre hein, du mariage. C'est pas les fiançailles, l'union libre. C'est vivre avec quelqu'un, tout sachant qu'on n'est pas marié. On est libre, mais on s'accorde sur un certain nombre de choses. Il n'y a pas d'obligation particulière entre les gens qui vivent en union libre. Quel grief peut-on faire à une femme qui vient de subir un divorce, surtout qui a peut-être tout donné pendant le mariage, de se dire « je vais vivre en union libre ». Pour moi, je lui dirais « chapeau ». Donc, on a dit, après le divorce, on doit se reconstruire. Donc, on a parlé de nouveaux comportements conjugaux. Ça prouve quand même que malgré les désunions, la vie de couple garde quand même un caractère universel. Qu'en pensez-vous? Oui, je vous le concède. Je vous le concède. Un petit mot sur les papas. Hein. Il y a une génération qui est là pour leurs enfants. Est-ce que la loi n'est pas un peu dure avec ces papas-là? La loi n'est pas dure. On ne peut pas être... Ils sont aimants. Parce qu'on a l'impression que les femmes sont favorisées hein, non. En matière de garde. Non, non, les femmes ne sont pas favorisées. Vous savez, une femme a un lien particulier avec son enfant. C'est le cordon de cette femme qu'on coupe pour que l'enfant puisse être séparé de sa mère à la naissance. Ça n'empêche pas certaines femmes d'accoucher et de jeter leur bébé. Non, c'est pas, on n'est pas dans les mêmes circonstances de choses. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que une fois que l'enfant est né et qu'il vit dans un cadre familial, la maman ne l'a pas jeté. Celle qui jette, c'est un autre cas. C'est un autre cas de figure. Mais dans le cas de figure des divorces, souvent, les mamans gardent les enfants parce qu'elles sont, je veux dire, capables et disponibles pour garder ces enfants. Déjà, en couple, ce sont elles qui s'occupent de l'éducation de ces enfants. De l'éducation de ces enfants, les pères sont toujours partis au motif que, voilà, ils vont chercher les moyens pour amener. Et quand un homme aime encore son épouse, mais il adore les enfants. Une fois qu'il en aime une autre, le lien est brisé, il va aimer ailleurs. Il peut aimer les enfants du premier lit, mais ce n'est pas avec le même amour que la nouvelle famille. Et donc, conscient de cette situation-là, eh bien, les juges, souvent, accordent la garde aux mamans. Mais ce n'est pas exclu. Lorsque la maman est dans l'impossibilité de garder les enfants, la garde juridique également est confiée au papa. Alors, un nouveau mot sur le nouveau code pénal. Oula. Le nouveau code pénal nous emmène, je ne sais pas si c'est entre le ciel et la terre, surtout en ce qui concerne les femmes. D'un côté, on applaudit des deux mains parce qu'on tient compte quand même des souffrances des femmes. J'entends par là les violences vécues par les femmes mariées qui jusque-là ne pouvaient pas traduire leur mari devant les juridictions pénales pour viol. Aujourd'hui, le code pénal reconnaît le viol entre époux. Le viol entre époux est désormais réprimé par le code pénal. On applaudit des deux mains. Mais il y a des hommes mariés également qui subissent les viols. Parce que quand on parle des droits des femmes... D'abord, il faut définir c'est quoi le viol dans ce cas. Mais c'est la pénétration sexuelle, d'accord, de quelque nature que ce soit, sans le consentement. Sur une personne, sans son consentement, mais par violence, par menace, par tromperie, etc. C'est déterminé par l'article 402 du Code pénal. Mais de l'autre côté, on s'interroge sur un certain nombre de choses, notamment la dépénalisation de l'adultère. C'est une défiance
à la loi divine. C'est également, je veux dire, une agression de nos coutumes. Admettre l'adultère signifie qu'on rompt un engagement matrimonial. Oui, d'aucuns diront que oui, le devoir de fidélité ne signifie pas que... bon, le divorce, plutôt l'adultère ne signifie pas qu'il n'y a que l'adultère qui est réprimé par le code pénal, par la loi pénale. Il y a également l'adultère qui est réprimé par le code civil, notamment le divorce. Quand ça ne va pas, on demande le divorce. Mais sur le plan moral, vous savez, dans nos villages, quand quelqu'un est auteur d'un adultère, mais il y a une amende qui est payée et il jure devant les autres de ne plus recommencer. Sur le plan biblique, mais c'est strictement prohibé, c'est interdit. Mais pourquoi nous avons fait ce choix sans consulter effectivement les populations? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? C'est autant de questions que nous pouvons nous poser, sans compter la question de l'homosexualité qui est admise et qui a été, si vous voulez, retenue par le nouveau code pénal, où deux personnes peuvent décider, de même sexe, peuvent décider de vivre ensemble. Donc c'est autant de questions. J'espère que nous aurons l'occasion prochainement d'avoir une émission pour en parler, parce que nous ne disposons pas de suffisamment de temps. Donc ce code pénal, ce nouveau code pénal, nous laisse un tout petit peu, vraiment, je vais dire, pensif quant à son applaudissement ou aux pleurs à exprimer. On est partagé. Madame Oué, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Une émission que vous aimez regarder, un programme que vous aimez à la télé? Je n'ai pas un programme spécifique, mais tous les programmes qui concernent les femmes, j'adore. Le foot, on va parler football. Vous avez une équipe préférée? Oui. Laquelle? L'OM. Ah, Marseille. Marseille. Même si, vous savez, chez moi, mon mari, c'est un fou amoureux du Paris Saint-Germain. Alors, vous imaginez un tout petit peu, quand les deux équipes jouent, ben, c'est les cachets de Doliprane que chacun garde. Alors, on a parlé du mariage coutumier, la légalisation du mariage coutumier au Gabon. Votre point de vue? Je ne partage pas le point de vue de tout le monde. Moi, je pense, à mon humble avis, que le mariage coutumier est légalisé. Pourquoi? Parce que le législateur gabonais, dans une loi de 1963, a interdit la dot pendant le mariage coutumier. Le fait d'avoir évoqué la question de la dot dans la célébration du mariage coutumier, ça veut dire que le législateur en a parlé. La seule chose qui reste, c'est de traduire en fait les effets de ce mariage. Lorsqu'il y a un mariage coutumier, quels sont les effets pendant l'exécution du mariage et à la fin de ce mariage? C'est là où nous attendons le législateur gabonais et c'est là où il doit se prononcer. Nous l'attendons de pied ferme. Lors de la tournée sur la décennie de la femme, sur la caravane nationale, comptant pour la décennie de la femme, dans tous les départements du Gabon, toutes les femmes sont presque mariées à la coutume. Mais quels sont les effets lorsque les époux, enfin la coutume, décèdent? Il n'y a aucun effet. Ah oui, on voit tout le temps, il y a des CK qu'on voit. Lorsqu'ils vont dans les tribunaux, on ne peut pas donner une suite parce que les juges n'ont aucun support légal pour pouvoir donner un avis juridique à leur situation. Donc voilà un tout petit peu mon avis. Il est temps que les législateurs que nous votons s'occupent un tout petit peu de cette question qui est une question nationale, où il y a parfois même des pertes en vies humaines. Voilà. Quelle est cette affaire qui vous a marqué tout au long de votre parcours? Bon, on sait que le secret professionnel existe, mais une affaire qui vous a particulièrement marqué? Oula, l'affaire qui m'a particulièrement marquée, il y en a des tas, mais celle qui m'a vraiment choquée, c'est le viol d'une maman de 69 ans par un jeune homme de 18 ans. C'est vrai que... C'était extraordinaire. La maman suffoquait, elle n'arrivait même pas à expliquer ce qui lui était arrivé. Sans compter celle qui consiste... La chair de poule. Une affaire, mais c'est peu dire
c'est peu dire par rapport à ce que nous avons, ce que nous vivons en juridiction. Cette affaire où le cou d'une jeune fille, d'une petite fille avait été sectionné par quelqu'un qui vous dit oui, j'ai sectionné son cou. Une affaire qui s'est passée en quel temps? La place de la femme au sein de la société gabonaise peut mieux faire. On en a fait beaucoup. Quelle est votre opinion? Mais écoutez, est-ce que cette question se situe au niveau de la représentativité des femmes, au niveau décisionnel, ou Oui, dans les institutions, dans les entreprises. Voilà. Il faut dire que nous avons, le Gabon, j'entends, a fait des avancées considérables. Ah, bravo. En ce qui concerne la promotion des femmes au poste décisionnel. Mais le tout, c'est pas de promouvoir les femmes. Encore qu'il faudrait leur donner les moyens pour pouvoir exprimer leur potentiel. Le tout, c'est pas de nommer. Ce qui reste encore à faire, et beaucoup à faire, c'est de leur donner les moyens nécessaires pour exprimer leur savoir-faire. Parce que ça, si on les nomme pour nommer, pour meubler, et qu'on ne mette pas les moyens nécessaires pour qu'elles puissent exprimer ce qu'elles savent faire naturellement, ça ne sert à rien. C'est quoi? C'est l'échantillonnage. Et il est temps que les choses soient regardées autrement. C'est vrai que lorsqu'une femme est nommée à un poste important, toutes les femmes se réjouissent, toutes les femmes sont contentes. Mais est-ce que cette femme ou ces femmes qui sont nommées à ces postes-là disposent des moyens nécessaires, une marge de liberté pour exprimer leur leadership? D'accord. Il faut que ce soit pleinement. Sinon, oui, une dernière. Alors, le commun des mortels pense que vous défendez trop les femmes. Alors, qu'en est-il? Quelle est la place des hommes? C'est une question pertinente et qui va m'obliger à m'arrêter un instant pour dire que lorsqu'on parle des droits des femmes, cela suppose qu'il s'agit là des droits des hommes. Parce qu'il n'y a pas, d'une part, les lois concernant les femmes et d'autre part, les lois concernant les hommes. Lorsqu'on parle des droits des femmes, c'est également les droits des hommes. Et d'ailleurs, au niveau du Salon de la femme, nous avons quelques hommes qui viennent nous consulter lorsqu'ils sont en difficulté, soit avec leurs concubines ou avec leurs épouses. Et nous donnons, en fait, l'avis, le même avis que nous donnerions à une femme qui viendrait nous consulter, nous voir dans les mêmes circonstances. Donc, en fait, il n'y a pas, je veux dire, une différenciation fondamentale entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le rétablissement de leurs droits, si et seulement si ceux-ci ont été déstabilisés par une situation connue. Nous orientons, nous accompagnons au même titre que les femmes. Monsieur, vous l'avez bien compris, la porte vous est grandement ouverte. Madame, oui, cette émission est à présent terminée. On vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être passé au siège du Salon de la femme et nous pensons très sincèrement que ce sont des émissions à pérenniser et à multiplier au maximum car elles participent de la vulgarisation des droits hommes-femmes dans tous les cas. Lorsqu'on parle des droits de la femme, comme je disais tout à l'heure, on parle également des droits des hommes, petit h. Donc, voilà, nous avons fait le tour. C'est toujours bien de connaître ces droits, c'est toujours bien de savoir comment est-ce que les autres travaillent en juridiction. La question qui a été évoquée est une question vraiment d'importance et les populations, notamment les femmes et les hommes qui sont en situation difficile, doivent comprendre que le divorce n'est pas forcément la solution au problème. On peut toujours s'asseoir pour trouver une solution dans l'intérêt des enfants. Merci Madame Oué, on n'aurait pas trouvé une meilleure fin que celle-là. 25 minutes sans Congo, ça c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous très bientôt. Bye bye.